Dès la fin du XIXe siècle, avec le développement de techniques de microscopie permettant la visualisation des cellules de notre cerveau, les scientifiques ont fait l'hypothèse que notre habilité à stocker nos souvenirs en mémoire dépendrait de changements synaptiques permettant à nos neurones de communiquer de manière plus efficace les uns avec les autres et de s'organiser en assemblées de cellules qui représenteraient finalement la trace de nos souvenirs en mémoire. Nous avons vu dans de précédentes vidéos qu'il a fallu attendre la fin des années 70 pour que des chercheurs mettent en évidence cette propriété des cellules nerveuses et montrent l'existence d'une LTP, une potentialisation à long terme de la transmission synaptique, qui correspond à un accroissement de la transmission entre des neurones d'un réseau ayant été fortement activés de manière artificielle par des trains de stimulation électrique. Depuis cette découverte, la LTP est devenue un modèle incontournable pour étudier les mécanismes cellulaires et moléculaires de notre mémoire. Pourtant, encore aujourd'hui, certains chercheurs s'interrogent sur la pertinence de ce modèle. Et nous allons voir aujourd'hui quels critères doit remplir la LTP pour être un modèle efficace de nos processus de mémorisation. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour être notifié quand je sors de nouvelles vidéos, généralement le jeudi vers 17 h, et aussi d'envoyer des petits pouces bleus et d'ajouter des commentaires ici en bas. Merci beaucoup, bon visionnage. L'hypothèse SPM pour Synaptic Plasticity and Memory, ou en français plasticité synaptique et mémoire, qui a été énoncée par Martin, Greenwood et Morris en 2000, peut être résumée ainsi. La plasticité synaptique, qui dépend de l'activité de nos neurones quand ceux-ci sont engagés dans la formation d'un souvenir en mémoire, serait à la fois nécessaire et suffisante pour le stockage d'informations dans ces réseaux de neurones. La LTP, qui est le sujet central de cette série de vidéos, et qui correspond à un accroissement de la transmission synaptique généralement induite de manière artificielle, présente en effet de nombreuses similitudes avec notre mémoire. Premièrement, comme notre mémoire, elle peut être induite de manière rapide. Un train de stimulation durant quelques millisecondes est généralement suffisant pour voir apparaître de manière durable ce renforcement de la transmission synaptique. Tout comme un événement durant quelques secondes ou quelques minutes peut nous marquer toute notre vie. Deuxièmement, cette LTP nécessite des mécanismes associatifs, reposant sur une coactivation des neurones pré- et post-synaptiques, tout comme notre mémoire repose sur l'association d'éléments distincts les uns avec les autres. Troisièmement, la LTP est spécifique aux seules synapses qui ont été activées. Elle ne s'observe en effet pas à des synapses qui n'ont pas été stimulées. Tout comme notre mémoire, on le sait, est elle aussi très sélective. On n'enregistre en effet pas tout ce qu'on perçoit à chaque moment de notre vie. Quatrièmement, la LTP est proportionnelle à son niveau d'induction. Comme on l'a vu la dernière fois, plus on applique de trains de stimulation, plus la LTP dure dans le temps. Comme une leçon qu'on apprend sera retenue dans le temps si on l'a suffisamment révisée. Cinquièmement, la LTP est comme notre mémoire de durée variable, pouvant être observée quelques minutes si on parle de la phase précoce de la LTP, ou plusieurs années comme l'avait montré cette étude que j'avais mentionnée dans la dernière vidéo. Et enfin, on retrouve cette LTP dans de nombreuses structures cérébrales qu'on sait impliquées dans nos processus de mémorisation, telles que bien évidemment l'hippocampe dont on a parlé largement dans de précédentes vidéos, mais aussi l'amygdale ou le néocortex. Vu l'étendue de ces similitudes entre LTP et mémoire, il n'est donc pas surprenant qu'on considère aujourd'hui la LTP comme un modèle de notre mémoire. Cependant, comme le note Martin, Greenwood et Morris en 2000, l'hypothèse SPM qui assimile la LTP à la mémoire doit remplir un certain nombre de critères pour être véritablement vérifiée. Ainsi, elle doit remplir le critère d'altération antérograde, qui dit que toute intervention visant à altérer l'induction d'une LTP durant un apprentissage doit également altérer la mémoire de cet apprentissage. Ce critère a été le premier à être vérifié. On a ainsi vu dans la vidéo sur la chimie de la LTP que l'inhibition hippocampique des récepteurs NMDA, qui joue le rôle clé de détecteur de coïncidence entre les activités pré- et post-synaptiques,
empêche l'induction de la LTP, mais également la mémorisation d'informations spatiales de rats testés dans un labyrinthe aquatique. De la même manière, dans la dernière vidéo, on a vu que l'inhibition d'enzymes telles que la PKA ou l'inhibition de la synthèse protéique empêche le développement de la phase tardive de la LTP ainsi que la consolidation des souvenirs en mémoire à long terme. Mais l'hypothèse SPM doit aussi remplir le critère d'altération rétrograde, qui dit que toute intervention visant à altérer le maintien d'une LTP déjà induite par un apprentissage doit également altérer la mémoire de cet apprentissage. Alors il aura fallu attendre un peu plus longtemps pour vérifier ce critère. Mais en 2006, des chercheurs de l'université de Séville, en Espagne, ont montré que la mémoire d'un apprentissage associatif, pourtant bien acquis, pouvait être altérée par la suite si la potentialisation synaptique qui se développait après cet apprentissage était altérée. Pour cela, des chercheurs apprenaient à des souris à prédire l'arrivée d'un léger courant électrique en conditionnant ces souris à la présentation d'un son qui précédait toujours quelques secondes l'arrivée de ce courant. Ce que ces souris apprenaient à faire de manière très efficace au cours de sessions d'entraînement successives. Ces chercheurs ont ensuite montré que ce conditionnement induisait aux synapses de l'hippocampe une légère potentialisation de la transmission synaptique et que s'il perturbait le maintien de cette LTP en appliquant par exemple des trains de stimulation à haute fréquence qui, on l'a vu, induisent justement une LTP, il perturbait également la mémoire de ce conditionnement, vérifiant donc bien ainsi le critère d'altération rétrograde de l'hypothèse SPM. En effet, le fait d'induire artificiellement une LTP avec ces trains de stimulation électrique sur une LTP déjà induite par l'apprentissage, a pour effet de saturer le réseau de neurones impliqué dans l'apprentissage et abolit donc le souvenir de celui-ci. Un autre critère important, sinon le plus important que l'hypothèse SPM doit vérifier, est celui de la détectabilité. Celui-ci stipule que si un animal montre une quelconque forme d'apprentissage, cet apprentissage doit laisser dans le cerveau quelque part la trace de changements d'efficacité synaptique qui doivent être détectables d'une manière ou d'une autre. En somme, un apprentissage doit laisser la trace d'une LTP quelque part dans le cerveau. Curieusement, ce critère fut considérablement plus difficile à montrer. Comme on l'a déjà dit, le phénomène de LTP fut découvert par Bliss et Lomeux au début des années 70. Il aura fallu attendre les années 2000 pour voir apparaître des papiers montrant sans ambiguïté qu'un apprentissage induit bien, notamment dans l'hippocampe, une LTP. Un groupe de chercheurs du MIT, près de Boston, aux États-Unis, ont ainsi implanté un peigne d'électrodes dans l'hippocampe de rat. En effet, pour maximiser leur chance de tomber sur les synapses impliquées dans l'apprentissage que recevaient ces animaux, ces chercheurs n'ont pas implanté une, mais 8 électrodes d'enregistrement dans l'aire CA1 de l'hippocampe et ont couplé celle-ci à une électrode de stimulation au niveau des collatérales de Schaeffer, conduisant le signal vers les neurones de cette aire hippocampique. Une semaine après cette chirurgie, les rats étaient soumis à un apprentissage dans lequel ils devaient associer un contexte, ici un compartiment sombre, avec l'occurrence d'un choc électrique. Dans ce contexte, les rats apprenaient très vite à éviter ce compartiment sombre que pourtant, dans des conditions normales, ils ont tendance à préférer. Ces chercheurs ont enregistré les réponses aux stimulations électriques dans ces électrodes avant et après cet apprentissage et observé dans certaines voies des changements au niveau de l'efficacité de la transmission synaptique. En effet, alors que dans cette voie bleue, aucun changement notoire n'est observé après l'apprentissage, on peut observer dans cette voie rouge, ici, une augmentation de la réponse synaptique après cet apprentissage. Cette différence était ensuite reportée sur ce graphe. Certaines voies, comme les voies orange et rouge ici, se trouvaient être naturellement potentialisées par l'apprentissage, alors que d'autres, comme les voies bleues ou violettes, ne l'étaient pas. Ces chercheurs ont donc voulu vérifier que cette LTP qu'ils observaient dans certaines voies était bien une LTP. Pour cela, ils ont effectué une expérience dite d'occlusion de la LTP. C'est-à-dire qu'ils induisaient une LTP artificielle en stimulant à haute fréquence ces voies en faisant l'hypothèse qu'une voie déjà potentialisée par l'apprentissage ne pouvait exprimer cette LTP artificielle puisqu'elle était déjà potentialisée. Ces chercheurs ont confirmé cette hypothèse et montré que cette voie ici indiquée en noir,
qui avaient été préalablement potentialisés par l'apprentissage, ne pouvaient exprimer de LTP après l'application de ces trains de stimulation électrique, alors qu'une voie non potentialisée par l'apprentissage, comme celle indiquée ici en blanc, pouvait, elle, exprimer une LTP artificiellement induite par l'application de ces trains de stimulation à haute fréquence. Ce résultat montrait ainsi de manière claire pour la première fois que la mémorisation d'informations dans un réseau donné pouvait en effet induire une LTP. Néanmoins, certaines critiques furent émises après la publication de ces travaux. Notamment, certains notaient que l'apprentissage utilisé pour conditionner les animaux faisait appel à l'application de nombreux chocs électriques qui peuvent être potentiellement stressants et traumatisants pour les rats. Il était donc important de montrer qu'un apprentissage faisant appel à une forme de mémoire plus classique et moins traumatique pouvait également engendrer une LTP. Et c'est ce qu'ont montré récemment des chercheurs de l'Université de Lyon. Ces chercheurs entraînaient cette fois-ci des rats dans une tâche nécessitant pour eux de se repérer dans l'espace d'un labyrinthe radial dans lequel ils pouvaient recevoir des récompenses alimentaires, dans seulement 2 des 8 bras de ce labyrinthe. Ce que ces rats apprenaient à faire efficacement en 2 jours d'apprentissage, en évitant d'aller dans les autres bras du labyrinthe. Ces rats implantés avec un peigne d'électrodes, cette fois-ci dans le gyrus denté de l'hippocampe, montraient eux aussi une LTP après cet apprentissage, mais celle-ci était observée 9 heures après la fin de l'apprentissage. Ce qui n'est pas surprenant quand on sait, comme je l'avais mentionné dans d'autres vidéos que je mets ici en lien, que le temps et le sommeil influencent la consolidation d'un souvenir en mémoire. D'autre part, ces chercheurs ont aussi montré que cette LTP n'était plus observée après 2 jours d'apprentissage, c'est-à-dire une fois que le souvenir de cet apprentissage était largement consolidé, probablement ailleurs que dans l'hippocampe et en particulier dans les aires néocorticales supportant la trace des souvenirs anciens, comme on avait pu le voir dans de vidéos précédentes. Néanmoins, ces chercheurs montrèrent que la LTP observée 9 heures après le premier jour d'apprentissage de ces rats était corrélée aux performances de ceux-ci durant le 2e jour de test. En effet, plus la potentialisation synaptique était importante, moins les rats faisaient d'erreurs le lendemain, optimisant leur recherche de nourriture en évitant d'aller dans les bras non renforcés du labyrinthe. Ce résultat montrait ainsi pour la première fois qu'un apprentissage faisant intervenir une mémoire dite normale, reposant sur la mise en mémoire d'éléments de l'espace en vue d'optimiser une stratégie, conduit bien à une LTP dont l'amplitude est justement corrélée à la mémoire de cet apprentissage. Néanmoins, un tout dernier critère de l'hypothèse SPM mérite d'être mentionné. Il s'agit du critère de mimicry en anglais, qu'on peut traduire en français par mimétisme. Celui-ci nous dit que s'il était possible d'induire de manière artificielle les mêmes changements synaptiques qu'on observe après un apprentissage, eh bien un animal naïf de tout apprentissage devrait montrer la mémoire de cet apprentissage que pourtant il n'a jamais expérimenté. En d'autres termes, si on stimule les synapses d'un animal naïf en mimant ce qui se passe dans les synapses d'un animal entraîné, eh bien notre animal naïf devrait se comporter comme si on lui avait implanté la mémoire de l'animal entraîné. Alors il semblerait que tout cela relève un peu de la science-fiction et qu'on parle de choses que vous avez peut-être vues dans des films comme Total Recall ou Inception, et dans lesquels les héros voient leur cerveau et leur mémoire manipulés par d'autres. Eh bien, des chercheurs du MIT près de Boston ont pourtant récemment montré que cela était possible chez des souris. Pour cela, ces chercheurs ont créé des souris mutantes pouvant exprimer dans leurs neurones une molécule CHR2 ayant la particularité de s'activer quand elle est exposée à la lumière. On peut donc activer très spécifiquement ces neurones avec une fibre optique placée dans le cerveau de l'animal. Mais cette expression de CHR2 était très contrôlée puisqu'elle n'avait lieu premièrement uniquement quand l'animal était nourri avec de la doxycycline, un activateur du gène exprimant cette CHR2, et deuxièmement uniquement quand ces neurones étaient activés, par exemple par un apprentissage. Ils ont ensuite exposé ces souris nourries à la doxycycline à un contexte donné, qu'elles étaient libres d'explorer librement. Cette exposition à ce contexte résulta en l'expression de la CHR2 dans un groupe de neurones du gyrus denté de l'hippocampe qui, on le sait, est particulièrement important pour la mémoire. Ces chercheurs ont ensuite exposé ces souris à un second contexte dans lequel elles recevaient cette fois-ci un léger choc électrique sur les pattes qui, on l'a vu, permet d'exprimer une mémoire de peur pour ce deuxième contexte chez les rongeurs.
Mais durant ce conditionnement qui entraîne l'activation d'un nouveau groupe de neurones, les chercheurs envoyaient des stimulations lumineuses dans l'hippocampe des souris qui avaient la particularité d'activer les neurones exprimant la CHR2 qui pourtant n'auraient pas dû être activés par ce conditionnement. Et bien cette activation artificielle de neurones correspondant au premier contexte eut pour effet de conditionner les animaux à ce premier contexte, si bien qu'une fois replacées dans celui-ci, elles exprimaient une mémoire de peur comme si elles avaient été choquées dans ce contexte. Alors bien évidemment, les auteurs ici n'ont fait que montrer qu'on peut de manière artificielle induire une fausse mémoire dans l'hippocampe, mais ne montrent pas directement l'induction d'une LTP dans celui-ci ou l'implication de cette LTP artificielle dans l'apprentissage, ce qu'il reste donc à faire. Mais on peut dire que ces résultats semblent répondre en partie à ce critère de mimétisme énoncé par l'hypothèse SPM. Pourtant, un certain nombre de résultats semblent contredire cette hypothèse. Et c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo de cette série consacrée à l'histoire de la LTP. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures neuroscientifiques.